Dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à la première des trois parties du chapitre 7, incitation à l'organisation du travail, qui s'intéresse à la question des motivations extrinsèques et des motivations intrinsèques. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est donner des exemples supplémentaires, de nouveaux exemples qui vont montrer comment est-ce que empiriquement on met en évidence les limites des incitations monétaires. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, les limites des incitations monétaires, puisqu'on en a déjà parlé dans le chapitre 6. On a vu notamment que elles étaient potentiellement coûteuses à mettre en place. On a également vu qu'il n'était pas toujours évident de pouvoir mesurer de manière objective l'effort qui était attendu de la part des individus et donc ce qui pouvait limiter la capacité de mise en place d'incitations monétaires. On a également vu que ça pouvait générer des effets adverses sur d'autres dimensions importantes du travail, comme le soin qu'on va apporter à la qualité du travail fourni ou à l'entretien du matériel ou à l'entraide avec d'autres individus. Ou encore, on a pu voir que ça n'était pas forcément adapté à des activités collectives ou aux tâches multiples. Donc, on a déjà évoqué des limites des incitations monétaires, mais ce qu'on va voir ici, c'est qu'il y a d'autres perspectives d'analyse qui vont être ouvertes lorsqu'on va essayer de pousser un peu plus loin l'analyse et en allant emprunter à d'autres sciences sociales comme la psychologie ou la recherche-action ou l'économie expérimentale, eh bien, on va ouvrir de nouvelles perspectives de recherche et ça va nous permettre d'étudier encore plus et d'approfondir notre connaissance, notre compréhension des mécanismes incitatifs et de leurs limites. Alors, notamment, ce que vont nous permettre de voir les travaux qui sont liés à ces nouvelles perspectives, c'est que les insuffisances, les limites des incitations monétaires, eh bien, ça dépasse ce seul aspect des difficultés d'élaboration et de mise en œuvre des contrats incitatifs. En fait, ce dont on va s'apercevoir avec les travaux qui vont être issus de ces nouvelles perspectives, donc la recherche-action, la psychologie, eh bien, c'est qu'une autre composante encore plus radicale qui explique les difficultés de mise en place de mécanismes incitatifs purement monétaires, eh bien, c'est lié aux motivations des individus dans le fait ce sont des acteurs sociaux. Effectivement, donc les agents économiques sont socialisés puisqu'ils appartiennent à des organisations qui sont elles-mêmes des lieux de socialisation. C'est-à-dire qu'elles s'appuient sur la socialisation des individus et elles contribuent à développer la socialisation des individus. Et donc, prendre en compte cette dimension humaine, eh bien, effectivement, ça va nécessairement devoir nous amener à réfléchir à quelles sont finalement les sources multiples de motivation qui peuvent exister chez les individus. Et ce qu'on va voir, c'est que nécessairement, eh bien, les incitations monétaires ne sont pas le seul moyen de jouer sur ces motivations. Alors, on va, pour l'illustrer, revenir sur quelques exemples qui vont montrer que les incitations monétaires ne sont pas toujours efficaces. Premier exemple, celui du don du sang. Et donc, dans les années 70, on a un auteur, Titmuss, qui va comparer les systèmes britanniques et américains qui ont une différence majeure dans la mesure où au Royaume-Uni, eh bien, les dons de sang se font de manière bénévole par les individus. Les individus qui vont donner leur sang ne reçoivent pas de paiement, alors qu'aux États-Unis, eh bien, les individus qui viennent donner leur sang sont payés. Avec ici l'idée qu'on introduit cette incitation monétaire pour encourager les gens à donner davantage leur sang et pour ne jamais être confrontés à des problèmes de pénurie. Or, le résultat qu'il observe à cette époque est paradoxal, puisque alors qu'il n'y a pas de manque de sang dans le système de santé britannique, eh bien, il y a un manque chronique de sang aux États-Unis. Autre exemple sur lequel on pourrait s'appuyer, c'est le succès de Wikipédia. Donc Wikipédia, effectivement, c'est une encyclopédie collaborative auquel les individus contribuent gratuitement. Et cette encyclopédie collaborative, eh bien, elle est au fil du temps devenue une référence mondiale, puisque c'est le 5e site web qui est le plus visité au monde. Et elle a conduit à la disparition des autres encyclopédies qui, pourtant, avaient recruté des professionnels rémunérés. Donc, ce qu'on voit à travers ces deux exemples, eh bien, c'est que la mise en place d'une incitation monétaire, eh bien, c'est pas forcément ça qui va garantir le succès dans l'objectif qui était visé initialement. Pour s'en convaincre, on peut étudier un autre exemple encore, celui des crèches et des retards des parents. Donc, effectivement, ici, lorsque les parents sont en retard pour venir chercher leurs enfants à la crèche, eh bien, finalement, ça a un effet négatif puisque ça pénalise les gens qui travaillent dans ces crèches. Et donc, pour mettre fin à ça, eh bien, ce que vont vouloir mettre en place certaines crèches, c'est de mettre en place des systèmes incitatifs, c'est-à-dire des sanctions pour les parents qui sont en retard. Et donc ça va notamment faire l'objet d'un article de recherche par Gnisi et Rusticini en 2000,
qui vont mettre en place une expérience de terrain dans des crèches privées en Israël, dans la ville d'Haïfa. Et ce qui va être mis en place, c'est une sanction de 3 dollars aux parents qui viennent chercher leurs enfants avec un retard de plus de 10 minutes. Donc l'objectif, on le comprend assez bien, hein, c'est de faire baisser le nombre de retards. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'on va observer l'inverse, c'est-à-dire une augmentation du nombre de retards. Alors, comment est-ce que l'expérience va être faite? C'est qu'on va prendre plusieurs crèches, certaines dans lesquelles on ne va rien changer, et d'autres crèches dans lesquelles on va introduire ce nouveau mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va faire payer les parents qui viennent chercher leurs enfants en retard. Graphiquement, voilà ce qu'ils obtiennent. Et donc, vous avez la courbe blanche qui est le groupe de contrôle, c'est-à-dire les crèches dans lesquelles on n'a rien changé. Et donc, on voit que les parents sont assez souvent en retard, puisqu'on a un retard moyen qui est aux alentours de 10 minutes. Donc, ce qui veut dire que certains ne sont pas en retard du tout, mais que d'autres sont en retard de plus de 15 minutes, et donc c'est problématique. Et ce qu'on voit avec la courbe noire, eh bien, ce sont toutes les crèches où les parents sont concernés par ce nouveau dispositif, c'est-à-dire qu'au-delà d'un quart d'heure de retard, ils doivent payer. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que, eh bien, on va avoir, au moment de l'introduction du système de pénalité, donc c'est en semaine 5 qu'on introduit ce système de pénalité, eh bien, ça va faire augmenter le nombre de retards, c'est-à-dire que les parents qui sont concernés par le dispositif de sanction sont beaucoup plus souvent en retard que les autres, et donc on a même un retard moyen qui dépasse la norme des 15 minutes, qui est celle au-delà duquel on doit payer 3 dollars d'amende. Et même ce qu'on va observer, hein, c'est que lorsque le système de pénalité va être abrogé, eh bien, les parents des groupes avec ce dispositif vont continuer d'être en retard, donc les différences vont persister dans le temps. Alors, comment est-ce qu'on explique ce résultat qui est paradoxal? Eh bien, c'est que finalement, l'introduction de ce dispositif de sanction fait que maintenant, les parents se comportent comme s'ils avaient le droit d'être en retard. Avant, le fait de ne pas être en retard, ça reposait sur un devoir moral, une obligation morale d'être à l'heure par correction pour le personnel qui s'occupe des enfants, alors que non, désormais, avec l'introduction de ce dispositif, eh bien, le retard apparaît comme quelque chose de monnayable, quelque chose sur lequel on a mis un prix, et donc on a le droit d'être en retard si on paye ce prix. Et donc c'est notamment le titre hein, qu'ils donnent à leur article de recherche, puisque leur article s'appelle A Fine is a Price. Et donc tout se passe comme si finalement maintenant les individus se disaient je suis en retard, bon bah c'est pas grave, je paierai le prix qui me donne le droit d'être en retard. Alors, pour essayer d'aller un peu plus loin, hein, il y a deux autres auteurs, Deschamps et Pénin, donc des auteurs français, qui en 2016 vont essayer de comprendre pourquoi on observe ce résultat paradoxal. Et donc, ce que eux vont notamment dire, c'est que il y a eu des erreurs qui ont été faites dans la façon dont la sanction monétaire avait été construite dans l'expérimentation de Gnizi et Rusticini. Première erreur, c'est que ça a été fait de manière abrupte, c'est-à-dire que ça a été imposé aux individus sans concertation ni explication avec les parents. Et donc ici, effectivement, si on introduit ça comme ça, sans expliquer aux parents pourquoi on fait ça, eh bien, c'est difficile de jouer sur leur motivation morale, c'est-à-dire leur expliquer que si on fait ça, c'est parce que c'est incorrect d'arriver en retard auprès des personnels qui s'occupent des enfants. Deuxième erreur qui a été faite selon Deschamps et Pénin, c'est que le montant de la pénalité était assez faible et sa structure était un petit peu grossière. C'est-à-dire que déjà l'amende était assez faible, 3 dollars, et ensuite, quelle que soit la durée du retard, elle ne variait jamais. Donc au-delà de 10 minutes, au-delà d'un quart d'heure, il y avait une amende de 3 dollars et c'est tout. Ce que eux vont faire, c'est qu'ils vont proposer un mécanisme, ils vont étudier l'introduction d'un mécanisme similaire qui va être mis en place dans une ville française, donc à Agnières-sur-Seine, avec quelques différences mais extrêmement importantes. Hein. Tout d'abord, c'est que la sanction va être introduite après une phase de concertation et de discussion, d'implication des parents. Cette phase, elle est très importante puisque c'est au cours de cette phase de discussion qu'on va notamment expliquer aux parents quel est le motif de mise en place du mécanisme. Pourquoi est-ce qu'on met en place ce mécanisme de sanction? C'est pas parce que la commune veut gagner de l'argent ou parce que la crèche veut gagner de l'argent supplémentaire, c'est par respect envers les personnels des centres. D'accord. Donc, on met en place un mécanisme qui est certes monétaire, de sanction, mais on le fait pour répondre à un objectif moral qui est d'être respectueux envers les personnes qui gardent vos enfants. Et deuxième différence majeure, c'est que la sanction financière, elle est maintenant proportionnelle à la durée du retard, c'est-à-dire que les pénalités se font au quart d'heure, donc un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de retard, et bien la pénalité va être multipliée de 1 à 4. Et c'est également valable sur le revenu des parents. Donc ils vont établir 12 tranches de revenus, et donc les parents les moins aisés ont des pénalités qui sont moins importantes que les parents qui appartiennent aux tranches de revenus les plus élevées. Et donc, on voit bien donc ici un mécanisme un peu plus réfléchi en amont. Et le résultat, eh bien, il va être très positif puisque les retards vont diminuer de 40%. Et donc, il y a deux conclusions majeures qui ressortent de leur travail. Tout d'abord, c'est que le processus de mise en œuvre
ainsi que la structure de la sanction joue un rôle essentiel dans son efficacité. Si on veut que le mécanisme soit efficace, il faut expliquer pourquoi on le met en place et il faut également faire en sorte que sa structure soit assez pertinente. La deuxième conclusion majeure de leur travail, c'est qu'il est important de coupler les incitations monétaires, c'est-à-dire la sanction, avec également une dimension morale, c'est-à-dire montrer que cette sanction n'a pas pour seul et unique objectif d'augmenter les recettes, mais que ça poursuit un objectif différent. Et donc ici, ça va être une façon de coupler les incitations monétaires avec cette dimension morale. Dernier exemple, pour illustrer les limites des incitations monétaires, c'est le fameux exemple de Not in My Backyard, dont on parle assez souvent lorsqu'on s'intéresse à la question du stockage des déchets nucléaires. Et donc, ici, l'idée, c'est que normalement, d'après ce qu'on dit la théorie des incitations, il existe un prix auquel chacun serait prêt à subir un désagrément ou un risque quel qu'il soit. Même si ce que je vous propose, c'est de subir un désagrément très fort ou un risque très élevé, eh bien, ce que ça va dire ici, c'est que simplement, il faut payer les individus plus, mais ils finiront par accepter. Ce que vont faire trois auteurs, Frey, Bruno et Oberholzer et Ng, en 1997, c'est qu'ils vont tester cette idée sur le cas suisse avec justement cette question donc, de la gestion des déchets nucléaires. Donc le contexte est le suivant, hein. On est au début des années 90, le gouvernement suisse veut construire différents lieux de stockage des déchets, donc 2, et donc il va y avoir des entretiens qui vont être faits avec un grand nombre de ménages des 2 villages qui sont concernés par la construction de ces nouveaux sites de stockage. À la suite de ces entretiens, eh bien, on a un taux d'acceptation du projet qui est de 50%. On a un individu sur 2 qui est d'accord pour qu'on construise des lieux de stockage de déchets nucléaires, puisqu'ils ont été donc sensibilisés sur le fait qu'on allait faire ça de telle manière, qu'on allait mettre en place des garanties sanitaires, qu'on allait protéger les individus, que ça n'allait pas avoir de conséquences sur leur quotidien, etc. Donc, après ces entretiens, pour essayer de prévenir, de discuter, eh bien, les individus étaient pour à 50%. Ce que vont regarder les auteurs, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque, en plus de ces discussions, on propose aux individus un dédommagement. Et donc ici, vous regardez les faits de dédommagement qui peuvent varier entre 2 000 et 6 500 euros par an. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le taux d'acceptation des individus va être diminué de moitié lorsqu'on leur propose des dédommagements. C'est-à-dire que lorsqu'on explique aux individus pourquoi est-ce que c'est utile de le faire et qu'on essaye de les rassurer sur les conséquences que ça aura sur leur quotidien, eh bien, ils sont davantage prêts à accepter que lorsqu'on leur propose un dédommagement. Et donc même ce qui se passe ici, ce qu'observent les auteurs, c'est que plus la somme d'argent qu'on leur propose est importante, moins les gens sont prêts à accepter ce type de sacrifice. Et donc ici, ça montre que l'incitation, elle joue le rôle d'un signal risque du projet. Et donc finalement, ce que disent les individus, c'est si on est prêt à me payer autant, c'est que je ne peux pas croire ce qui est dit lorsqu'on me dit que ce ne sera pas dangereux. Et donc on voit bien ici qu'il y a un effet finalement qui est contre-productif. On essaye de payer plus les gens pour qu'ils acceptent plus facilement. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que plus on paye les gens, moins ils acceptent, puisqu'ils interprètent le paiement comme étant un signal négatif. Donc, in fine, si on reprend ces exemples, notamment les 2 derniers sur Fine is the Price et sur Not in My Backyard, eh bien, ça nous indique que l'introduction d'une incitation monétaire, ça peut avoir des effets contraires à ceux qui sont attendus. Et donc, non seulement ça n'accroît pas la motivation des individus, mais ça semble même réduire la motivation initiale des individus. Et donc ça nous invite directement à réfléchir aux différentes sources de motivation, et c'est ce qu'on va faire dans la section suivante. Donc, les sources de la motivation, généralement, on en identifie 3. La première, c'est la motivation biologique, parce qu'il s'agit de répondre à des nécessités naturelles comme manger, boire, se vêtir, etc. Vient ensuite la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est celle qui pousse à agir lorsqu'on réagit à des stimuli extérieurs, dont le plus évident est la récompense financière. Donc ici, c'est l'exemple assez trivial de l'enfant, par exemple, auquel on va promettre une friandise s'il se comporte correctement. Ce qu'on va voir dans les exemples, on l'a déjà un petit peu vu dans les exemples précédents, mais ce qu'on va voir au travers de 2 exemples ensuite, c'est que cette motivation extrinsèque, elle ne fonctionne généralement qu'à brève échéance et elle ne s'applique qu'à des activités qui sont simples et répétitives. En revanche, elle est assez peu efficace lorsqu'on a des travaux qui nécessitent de la créativité. Enfin, 3e forme de motivation, la motivation intrinsèque. Donc, c'est celle qui est pas influencée ou alors très très peu influencée par des données extérieures. Et c'est sans doute la plus puissante. Donc, c'est celle qui pousse les individus à réaliser les choses les plus impressionnantes. Et donc, elle repose sur quoi cette motivation intrinsèque? Eh bien, sur simplement les centres d'intérêt des individus, leurs principes,
leur morale, les idéaux auxquels ils croient, leur volonté de faire les choses bien, leur goût pour la dépense intellectuelle ou leur goût pour l'effort physique, etc. Donc ce sont des motivations qui sont intrinsèques aux individus, qui ne sont pas stimulées par des éléments extérieurs. Alors, ce qui va être intéressant, évidemment, ça va être de regarder comment est-ce que ces motivations interagissent entre elles. Et ici, on va avoir une contribution majeure, hein, un article de Roland Benabou et Jean Tirole en 2003, où ils vont évoquer les coûts cachés des incitations monétaires. Et ces coûts cachés, eh bien, c'est la situation où les motivations intrinsèques et extrinsèques vont rentrer en conflit. C'est-à-dire que en essayant de jouer sur les motivations extrinsèques, eh bien, ça va se faire au détriment des motivations intrinsèques initiales des individus. Et donc ça, il y a des travaux empiriques hein, qui le montrent que parfois, vouloir introduire des récompenses, eh bien, ça va avoir un effet négatif sur les motivations propres aux individus, comme le simple fait qu'ils avaient envie d'accomplir une tâche pour soi-même ou de réussir un défi. Deux exemples empiriques, donc on en a déjà vu deux avec Fine is a price and not in my backyard dans la section précédente. On va en voir deux autres dans les slides suivants, l'expérience de la bougie et les programmes de perte de poids. Alors l'expérience de la bougie, c'est une expérience qui est très connue, qui a été réalisée dans un grand nombre d'universités différentes avec des groupes d'étudiants et qui donne toujours les mêmes résultats. Alors cette expérience, c'est la suivante, donc ça, le jeu est le suivant. On propose à des individus de rentrer dans une pièce et dans cette pièce, comme sur la photo, il y a une table qui est collée contre le mur. Posée sur cette table, une boîte, une bougie, des allumettes et des punaises. Et la consigne est la suivante, vous devez trouver un moyen de faire brûler la bougie au-dessus de la table et la cire qui coule de la bougie ne doit pas tomber sur la table. Donc voilà la règle du jeu, un jeu assez simple hein, dans ses règles. Et on va faire jouer deux types de participants. Il y a deux groupes de participants auxquels on va faire participer. Certains groupes à qui on va proposer des incitations monétaires. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, vous devez résoudre ces problèmes. Plus vous arrivez à les résoudre rapidement, plus on va vous donner de l'argent. Donc, incitation monétaire, paiement en fonction de la rapidité à résoudre le problème. Et il y a d'autres groupes qui vont participer exactement au même jeu sans aucune incitation monétaire. Donc on va simplement jouer sur leur motivation intrinsèque, c'est-à-dire voilà, vous devez relever ce challenge, vous devez résoudre le problème le plus rapidement possible, et c'est une façon de montrer que vous êtes malin, que vous arrivez à résoudre des problèmes. La solution, c'est la suivante, hein, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule. Ça consiste à fixer la boîte au mur avec les punaises, et ensuite vous posez la bougie à l'intérieur de la boîte et vous allumez la bougie avec les allumettes, et donc effectivement la bougie est bien au-dessus de la table en train de brûler, et la cire qui s'écoule, eh bien, elle reste dans la boîte mais elle ne tombe pas sur la table. Donc c'est la seule solution possible. Les résultats de l'expérience sont les suivants, c'est que dans cette version de base, les groupes qui perçoivent des incitations monétaires sont plus rapides que les groupes qui n'en ont pas. Donc ici, payer les individus pour qu'ils soient plus rapides, ça fonctionne, c'est effectivement efficace. Ce qui va être intéressant ensuite, c'est qu'on va, les expérimentateurs vont introduire une autre version du jeu, une version alternative, qui se présente de la manière suivante. Alors, on a l'impression que c'est exactement le même jeu, alors qu'il y a une différence qui est subtile, mais qui est fondamentale. Si on regarde à gauche, eh bien, on a 4 éléments à disposition. Une boîte, une bougie, des allumettes et des punaises. Et donc, implicitement, ce qu'on nous dit, c'est il faut utiliser tous les éléments qui sont à votre disposition. Donc, il faut se servir des 4 éléments. En revanche, dans la version alternative, on pourrait penser qu'on n'en a que 3. C'est-à-dire que la solution du jeu n'est pas donnée immédiatement. Et donc, ça va obliger à une certaine créativité. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut avoir l'idée de transformer le contenant en support. Il faut vider la boîte de son contenu et faire de la boîte un des éléments du jeu. Et donc ici, dans cette configuration où ça doit faire appel à l'innovation, à la créativité des individus, eh bien, ce qu'on observe, et c'est de manière systématique, partout, dans tous les endroits du monde où cette expérience a été menée, ce qu'on observe, c'est qu'à présent, les groupes qui perçoivent des incitations monétaires sont moins rapides que les groupes qui ne perçoivent pas d'incitations monétaires. Et donc ça a un message très fort, ça nous dit que les incitations monétaires, eh bien, ça peut être potentiellement efficace lorsque la tâche qu'on demande aux individus est une tâche facile, sur laquelle il n'y a pas besoin de réfléchir, donc on peut faire de manière répétitive. En revanche, lorsqu'il est nécessaire de faire appel à de la créativité, qu'il faut réfléchir un petit peu de manière innovante ou originale, eh bien les incitations monétaires ne sont pas efficaces et au contraire, elles peuvent avoir un effet contre-productif. Donc ça, c'était pour l'exemple de l'expérience de la bougie. Un autre exemple qui peut montrer comment est-ce que les motivations
extrinsèques vont nuire aux motivations intrinsèques, c'est les différentes études qui ont été faites sur les programmes de perte de poids par différentes agences de santé. Alors, ça a notamment été fait par l'agence de santé américaine. Et donc, ce qu'on va regarder ici, donc si on représente ça de manière graphique, on a les performances ici en ordonnée, donc qui pourraient être représentées par exemple une variable de perte de poids. Et ensuite, on va regarder comment ça se passe dans le temps. Et donc, on va comparer les individus qui sont intéressés monétairement, c'est-à-dire que plus ils perdent de poids, plus ils touchent d'argent, et les individus qui n'ont pas d'incitation monétaire, donc qui participent au programme uniquement pour perdre du poids. Donc, le premier groupe, les individus participent au programme pour perdre du poids et en même temps améliorer leur qualité de vie puisqu'ils vont percevoir de l'argent, et les autres participent simplement pour perdre du poids. Et donc on va regarder les différences de performance entre le début et la fin du programme, et donc ce qu'on observe généralement dans les données, c'est cet effet-là, c'est-à-dire que les individus qui perçoivent des incitations monétaires ont des performances plus grandes. Donc ils perdent plus de poids et plus rapidement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe une fois que le programme est terminé. Et là, ce que nous révèlent les différentes études, c'est qu'une fois que le programme est terminé, alors que les groupes sans incitation monétaire continuent sur leur progression initiale, qui était certes plus lente, mais qui du coup se révèle plus continue dans le temps, eh bien, on a une diminution des performances des individus qui percevaient des incitations monétaires par le passé. Et même dans certaines études, ce qui est plus grave, hein, on va même se retrouver dans une situation qui est moins bonne que celle qui était la situation initiale. Donc, on passe en dessous, effectivement, de la courbe de la droite des abscisses. Et donc, on voit bien ici que les individus qui ont bénéficié à un moment d'un programme avec des incitations monétaires, eh bien, la conséquence, c'est que plus tard, bien après que le programme soit fini, eh bien, la situation est encore moins bonne même que celle qui était initiale par rapport au début du programme. Donc, ce que nous disent ces différentes expériences, que ce soit l'expérience de la bougie ou l'expérience des programmes de perte de poids, eh bien, c'est que les incitations financières, certes, elles peuvent avoir un impact positif sur les actions présentes, donc ça va générer plus d'efforts de manière immédiate, mais ça a un effet négatif sur la durée des efforts. C'est-à-dire que l'effet positif ne persiste pas, et notamment pourquoi? Parce que ça va traduire une certaine accoutumance aux récompenses, c'est-à-dire que les individus qui ont été récompensés financièrement lorsqu'ils ont fait les premiers efforts, eh bien ensuite, on sait très bien que pour continuer à faire des efforts, pour persister dans le temps, c'est ça qui est plus dur. Et donc, ce à quoi ils s'attendraient, c'est à percevoir des récompenses qui soient comme leurs efforts, toujours plus élevés. D'accord ? Et donc ici, le risque, c'est que ça nous conduise à des spirales inflationnistes ou qui seraient complètement déconnectées des performances réelles, où il faudrait donner des incitations monétaires très très fortes pour que les performances durent dans le temps, ce qui est évidemment pas possible. Et donc, effectivement, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, eh bien, l'introduction de mécanismes incitatifs monétaires, ça peut avoir des effets négatifs sur le niveau de performance à long terme. Pourquoi? Parce que ça va détruire la motivation intrinsèque des individus. Donc, ce coût caché des incitations monétaires, c'est-à-dire lorsque jouer sur les motivations extrinsèques, eh bien, ça va finalement avoir des effets négatifs sur les motivations intrinsèques des individus. C'est un phénomène qui porte un nom et c'est ce qu'on appelle le crowding out effect. C'est ce que Benabou et Tirole, dans leur article de 2003, appellent le crowding out effect. Donc, ce crowding out effect, il va s'opposer à un autre effet qu'on appelle le crowding in effect. C'est inverse, donc parce qu'on peut compléter efficacement motivation intrinsèque et motivation intrinsèque. Donc, ayez bien ça en tête, crowding in, les deux motivations se combinent et se renforcent, tandis que le crowding out effect, c'est lorsque l'introduction de mécanismes incitatifs, c'est-à-dire lorsqu'on essaye de jouer sur les motivations extrinsèques, ça détruit les motivations intrinsèques. J'en profite à ce stade pour vous rappeler qu'il est très important de ne pas confondre incitation et motivation. Motivation, c'est la motivation intrinsèque ou la motivation extrinsèque, tandis que incitation, ce sont des stimuli extérieurs qui vont chercher à jouer sur ces formes de motivation, en particulier sur la motivation extrinsèque, puisqu'on l'a dit en préambule, les motivations intrinsèques sont celles qui sont propres aux individus, c'est-à-dire celles sur lesquelles les données extérieures n'ont pas ou alors très très peu d'impact. Alors, on peut donner d'autres exemples pour illustrer cette idée de crowding out et de crowding in effect. Prenons l'exemple d'une situation où le principal veut confier à un agent l'exécution d'une tâche, un travail, et il a une information privée sur ce travail, c'est-à-dire qu'il lui sait que c'est une tâche qui n'est pas très attrayante. L'agent ne sait pas encore ce qu'on va lui demander, mais le principal, lui, sait que c'est une tâche qui n'est pas très intéressante, assez ingrate. Et donc, ce qu'il pourrait se dire, c'est je vais adapter le mode de rémunération en conséquence.
la tâche que je propose, elle est non attrayante, elle n'est pas très attractive, pas très intéressante, et donc il faut promettre une récompense monétaire. Si effectivement les motivations intrinsèques pour réaliser ce type de tâche sont faibles chez l'agent, eh bien lui proposer une incitation monétaire, eh bien effectivement ça va lui permettre d'être incité à un effort plus grand, et donc on sera dans une configuration où les motivations extrinsèques vont venir s'ajouter à des motivations intrinsèques qui étaient faibles. Et donc ici on aurait un effet positif, et donc on serait dans une situation de crowding in effect. Mais on peut tout à fait envisager une situation où cette promesse, elle serait interprétée par l'agent comme étant justement le signal que cette tâche, elle n'est pas intéressante, et ou comme le fait que ça traduit un manque de confiance du principal dans les motivations initiales de l'individu, et ça pourrait finalement l'inciter à réduire son niveau d'effort. Et donc là, on serait plutôt confronté à une situation de crowding out effect. Donc, si on veut conclure sur les sources de la motivation, ce que nous montrent ces différents éléments, c'est qu'il est absolument essentiel de ménager l'estime de soi des agents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'agent comprenne mal la volonté du principal lorsqu'il met en place des mécanismes incitatifs. Il ne faut surtout pas qu'il l'interprète comme étant un manque de confiance, et il faut au contraire que le principal signale sa confiance à l'agent pour favoriser l'ego boosting plutôt que l'ego bashing. Donc, il est très important d'avoir cela en tête, notamment pour le principal, avoir conscience que l'agent a des motivations naturelles, donc il a des motivations intrinsèques, et il ne faut surtout pas détériorer ces motivations intrinsèques, il ne faut surtout pas les réduire, et au contraire, il faut trouver des moyens de la favoriser. Et donc, ici, l'agent le principal qui partirait du principe qu'il n'y a que des motivations extrinsèques, eh bien, il irait droit dans le mur, puisque il est très important d'avoir connaissance de ces deux formes de motivation et de la possibilité de pouvoir faire les jouer ensemble, et du risque qu'elles puissent rentrer en conflit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de mettre en place des situations, des mécanismes où on ne va pas détériorer les motivations intrinsèques. Et donc ça renvoie à quelque chose qui est très important, c'est notamment le besoin de communiquer autour de ces mécanismes. Donc repensez à l'exemple des crèches, reprenez l'exemple du slide précédent. Eh bien, si on veut éviter que les motivations extrinsèques détériorent les motivations intrinsèques, il faut expliquer les raisons pour lesquelles on met en place ce type de mécanisme et quels sont les objectifs qui sont poursuivis et pourquoi. Un autre élément important quand on veut conclure sur les sources de motivation, c'est que parfois, le simple fait de responsabiliser l'agent, eh bien, ça peut avoir des effets beaucoup plus positifs que d'essayer de l'inciter monétairement, puisque effectivement, responsabiliser l'agent, c'est un moyen de renforcer, de s'appuyer sur les motivations intrinsèques. Et donc ça va nous amener directement à nous intéresser à une question importante, qui est la question de l'engagement des individus, et donc c'est l'objet de notre dernière sous-section, engagement et réputation. Donc cette notion d'engagement, elle a notamment été développée par Kurt Lewin, qui est notamment un personnage central dans la méthodologie de la recherche-action en psychologie. Et ce que va faire Kurt Lewin, c'est qu'il va montrer qu'une bonne façon d'augmenter la probabilité de voir un individu faire quelque chose, de faire ce qu'on attend de lui, eh bien, c'est d'obtenir de sa part la décision d'agir dans le sens attendu. C'est qu'on ne va pas lui demander de le faire, mais on va lui demander de s'engager à le faire. Donc, il va décider d'agir d'une certaine manière. Et donc, ici, il va prendre un engagement. Et donc, c'est ça, finalement, qui va permettre d'augmenter la probabilité qu'il le fasse. L'exemple qui est notamment mis en place par Lewin, c'est ce qui va être observé pendant la Seconde Guerre mondiale, où, en raison des pénuries de denrées alimentaires, on voulait éviter qu'on n'utilise pas à plein les denrées alimentaires qui étaient à disposition. Et donc, on essayait d'inciter les ménagères américaines à cuisiner certaines parties des animaux qu'elles avaient tendance à jeter, ce qu'on appelle les abats. Et donc, alors qu'en plus, les abats, ça a des qualités nutritives qui peuvent être intéressantes. Et donc, pour éviter que ce soit mis à la poubelle, et donc pour limiter le gâchis en temps de pénurie alimentaire, on essayait de les convaincre de cuisiner ces parties de l'animal qu'elles avaient plutôt tendance à jeter, puisqu'elles sont considérées comme moins nobles que d'autres. Et donc, il y a énormément de conférences qui ont été données, de programmes de sensibilisation pour essayer de les faire changer de comportement, mais malgré ça, eh bien, très peu d'entre elles avaient modifié leur comportement. En revanche, ce que va observer Lewin, c'est lorsqu'on va changer de mode de fonctionnement et qu'on va, plutôt que de faire des conférences générales en essayant de convaincre les foules, mais qu'on va monter des petits groupes de discussion, et qu'à l'intérieur de ces groupes de discussion, on va faire voter à main levée les individus qui sont prêts à le faire, eh bien, effectivement, là, on va observer des vrais changements de comportement.
Donc ici, l'idée, c'est ça, l'idée de l'engagement, c'est ça va générer ce que Lewin va appeler un freeze effect, c'est-à-dire qu'une fois qu'un individu a pris un engagement, eh bien, effectivement, la probabilité de le voir prendre l'action concernée va augmenter de manière importante. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous vous êtes engagé, eh bien, vous mettez en jeu votre réputation si jamais vous ne faites pas ce que vous avez dit. Et donc ça, c'est extrêmement important. La valeur de l'engagement, ça repose sur les enjeux réputationnels. Je m'engage publiquement à faire quelque chose, eh bien, effectivement, si ensuite je ne le fais pas, eh bien, je vais détériorer ma crédibilité et ma réputation s'en trouvera amoindrie. D'accord. Donc effectivement, toutes ces théories de l'engagement qui vont ensuite être reprises et approfondies notamment par Kissler en 71, ça montre que ce qui compte, hein, ce ne sont plus les raisons qui ont conduit à prendre une décision, mais c'est l'acte de décision lui-même. Le fait d'avoir décidé fait que la personne va être liée à sa décision et donc elle va s'engager personnellement. Et donc c'est très intéressant puisque ce type de mécanisme, il peut se substituer à des incitations monétaires dans des situations où celles-ci sont soit insuffisantes, soit impossibles à mettre en place. Reprenez l'exemple des abats, on est en temps de guerre, on ne peut pas non plus mettre en place des incitations monétaires pour obliger les individus à cuisiner ce type de mets, mais en revanche, on peut essayer de les convaincre du bien fondé d'une telle action et leur demander de s'engager à le faire. Donc effectivement, on voit bien que l'engagement peut être finalement un substitut aux incitations monétaires. Et un exemple assez intéressant de cela, c'est notamment les mécanismes de réputation qui ont été mis en place dans le commerce électronique. Donc on finira sur cet élément-là, cette première vidéo, donc sur l'analyse des effets de réputation dans le commerce électronique, notamment en nous appuyant sur un article de Masclay et Pénard en 2006, où il se pose une question très simple d'apparence, c'est comment est-ce qu'on peut construire une relation de confiance dans des marchés électroniques où les problèmes d'asymétrie d'information sont posés de manière encore plus importante que dans le commerce physique. Effectivement, si vous regardez les transactions électroniques, il y a à la fois de la sélection adverse, parce que les objets qui sont échangés, notamment sur eBay, qui est le cas étudié, sont des objets d'occasion, donc on ne sait pas si effectivement ils ont été bien entretenus ou non, si les photos sont récentes ou non, si l'objet est conforme au descriptif. Et ensuite, il y a un problème de risque moral, c'est-à-dire qu'une fois que la commande a été passée et que l'objet a été payé, comment est-ce qu'on peut être sûr que le vendeur respectera les délais d'expédition ou que le bien qui sera envoyé sera conforme à celui qui était attendu? Eh bien, ce que vont montrer les auteurs, c'est qu'on peut jouer sur l'engagement, on peut jouer sur les enjeux de réputation ici pour faciliter ça et pour permettre des transactions très 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 fréquentes en dépit de problèmes d'asymétrie d'information importants. Donc normalement, on devrait observer un effondrement partiel de marché à cause des asymétries d'information. Or, ce sont des plateformes sur lesquelles, donc si on prend l'exemple d'eBay mais d'autres types de plateformes du même type, ce sont des plateformes sur lesquelles on a des milliers, voire des millions de transactions quotidiennes. Alors, la solution qui a été mise en place, elle est simple, c'est de demander aux individus de s'évaluer les uns les autres, de manière à ce que chacun soit incité à être le plus honnête possible, de manière à recevoir des évaluations positives. Plus vous avez des évaluations positives, plus vous allez obtenir une bonne réputation sur la plateforme. Et cette bonne réputation, ensuite, elle va être monnayable. Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne réputation, eh bien, vous allez plus facilement ensuite réussir à vendre dans des transactions futures. Et si vous avez, même si vous êtes répertorié comme étant un excellent vendeur, eh bien, ça vous permettra même de vendre plus cher un bien identique que d'autres. Donc, on voit bien ici que ce qui est mis en place, c'est une procédure qui vise à faire révéler publiquement l'information privée qui est détenue par les agents économiques. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les enjeux de réputation de manière à favoriser l'engagement que prennent les individus à respecter les termes de l'accord. Pour conclure désormais sur cette section 1, ce qu'on peut dire à l'issue de tout ce qu'on a recensé ici sur la question des motivations, c'est plusieurs choses. Tout d'abord que, bien que la théorie suggère des contrats optimaux complexes, on observe dans la réalité généralement des contrats qui sont plutôt simples, avec une rémunération fixe et une partie variable qui joue un rôle limité. Et ce qu'on a vu également, c'est qu'il y a des risques d'accoutumance aux récompenses avec des effets de spirale inflationniste déconnectés des performances réelles, donc à travers notamment les coûts cachés des incitations. Et enfin, donc si vous reprenez les différents exemples qu'on a vus à la fois dans la sous-section 1 et dans la sous-section 2, des résultats empiriques qui montrent un impact limité des récompenses monétaires, matérielles, et voire même parfois un impact négatif avec les motivations extrinsèques qui nuisent aux motivations intrinsèques. Et donc ça nous pousse à l'introduction, à la nécessité d'introduire d'autres formes d'incitation. Et donc c'est ce qu'on verra dans la sous-section suivante, donc la section 2 sur les incitations organisationnelles.